Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Jean-Paul Masse et comme on ne vous avait pas présenté, je suis économiste, juriste, j'ai fait une carrière de diplomate international. Mais aujourd'hui, je suis ici un peu comme l'associé d'Elvis et un peu comme journaliste. J'ai travaillé en effet avec différents supports, dont par exemple le Elle Magazine. Comme cette expérience de journaliste, j'ai décidé de la mettre à profit, je vais aujourd'hui interviewer pour vous Elvis Pompilio. Elvis, je pense qu'on vous pose souvent les mêmes questions et je vais essayer d'être classique et inventif en même temps. Je crois que la question qu'on vous pose le plus souvent, c'est pourquoi avez-vous décidé de faire des chapeaux? En fait, j'ai toujours adoré un peu le déguisement et depuis tout petit, quand ma maman me tricotait un pull, je lui demandais toujours euh, le chapeau ou le bonnet assorti. Et donc, depuis ma plus tendre enfance, j'ai commencé déjà à faire des chapeaux aussi pour mes neveux qui, quand ils allaient au carnaval, par exemple, je leur faisais déjà des chapeaux avec ce que j'avais sous la main, des agrafes, de la colle, du tissu, tout ce que je pouvais. Et donc, j'ai commencé à faire des chapeaux déjà très, très jeune. Donc, j'avais même à peine 10 ans. Et c'était très jeune que j'ai commencé à faire des chapeaux. Et en fait, dans le chapeau, ce qui vous plaisait par rapport aux vêtements, c'était plus le dessin ou l'aspect de sculpture? Qu'est-ce que c'est qui vous a fasciné aussi dans le chapeau? En fait, le chapeau est quelque chose qui est tridimensionnel. C'est ce qui me plaît beaucoup. Je n'ai pas fait d'études de mode, en fait. J'ai fait des études d'art plastique. Et ce qui m'a permis de faire de la sculpture, de la peinture, enfin, de la photo. Et donc, ça m'a beaucoup servi dans ma carrière parce que j'ai pu, comme cela, j'ai pu développer mon activité en dirigeant et en sachant très bien quel packaging je voulais, quelle décoration je voulais, quel logo je voulais, parce que j'ai fait aussi de la publicité à l'école. Et la sculpture a été pour moi un élément très important dans mes études et dans ma carrière après, parce que un chapeau, ce n'est pas seulement un morceau de tissu, mais c'est aussi, et c'est d'abord, une forme. Parce que pour moi, 95% des gens qui font des chapeaux, en général, achètent des formes et puis tirent sur la forme et ils font le chapeau. C'est comme si un créateur commençait à acheter un patron. Acheter un patron, coupe le tissu et commence à l'assembler. Pour moi, ce n'est pas vraiment la construction. Pour moi, la construction est dans la forme au départ. Donc, voilà ce que je voulais. Mais revenons un peu sur vos débuts. En fait, après avoir fait les chapeaux pour vos neveux, vous avez commencé quand à faire des chapeaux à la maison? Comme vous aviez un atelier? En fait, mon père qui était... Bon, enfin, en fait, je suis d'une famille très modeste. Mon père était mineur. On est arrivé en Belgique... mon père est arrivé en Belgique dans les années 50. Moi, je suis né en 61. Et j'ai été très, très libre de faire ce que je voulais très, très jeune. Donc, assez jeune, j'ai demandé à mes parents si je pouvais avoir une pièce dédiée à la création, au dessin, à la couture. Donc, j'avais une petite pièce où j'avais une machine à coudre et je pouvais, comme cela, m'amuser le soir, après l'école ou après le travail, parce qu'après j'ai travaillé dans la publicité, avant de travailler vraiment pour les chapeaux, mais tous les soirs, je pouvais comme ça confectionner des choses qui étaient au départ destinées pour moi. Je n'ai jamais vraiment, quand j'avais 18 ans ou 15-16 ans, je ne pensais pas que j'allais faire une carrière dans la mode. Je pensais que j'allais faire une carrière dans quelque chose d'artistique, mais je ne savais pas que ce serait la mode. C'est un peu des gens qui m'ont découvert et qui m'ont encouragé. Et dès assez jeune, déjà, j'avais 17-18 ans, des gens m'ont repéré et m'ont encouragé et m'ont commandé des chapeaux que je portais d'abord moi-même, puis j'en ai fait pour des amis, et puis rapidement, ça a évolué. Et vos véritables débuts, il y a eu à un moment donné une décision de vous lancer dans l'activité de modiste. Comment avez-vous fait? Est-ce que vous avez eu de l'aide? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai beaucoup travaillé et j'ai beaucoup appris. Et un jour, je me suis décidé je me suis dit, bon, j'adore la mode, j'adore les chapeaux, donc je vais
tout risqué. En fait, j'ai obtenu un prêt de l'État belge, qui était à l'époque 500 000 francs belges, ce qui 12 500 euros. voilà, c'est 1 500 euros. Et avec ces 1 500 euros, j'ai démarré ma carrière. J'ai fait un catalogue, je me suis installé dans un appartement sur rendez-vous, à un 6e étage d'un immeuble près de la Grand Place. Et j'ai tout dépensé pour pouvoir démarrer cette carrière qui a démarré vraiment très très bien, très facilement. Déjà, dès le début, j'ai été approché par des maisons, des boutiques à Bruxelles dont genre Dior, Valentino. voilà, Dior, Valentino m'ont déjà demandé, dès que je suis arrivé, de faire des chapeaux qui étaient assortis et qui étaient dans les vitrines de Dior à Valentino. C'était il y a 26 ans environ. Donc les choses étaient peut-être moins précises qu'actuellement. Mais c'était déjà pour moi un grand challenge d'être dans les vitrines des plus belles avenues et des plus luxueux magasins à Bruxelles. Oui, et en fait, vous voyez, Elvis, quand il parle d'argent, il confond 12 500 euros, 6 500 euros. Et à ce sujet-là, il y a une anecdote qui explique pourquoi j'ai commencé à m'occuper un peu des affaires d'Elvis. Il avait donc reçu un prêt du gouvernement belge et il avait mis les extraits de banque dans la boîte à gants de sa voiture. Et puis un jour, j'ai remarqué que la boîte à gants était vide. Alors je lui ai demandé mais pourquoi il n'y a plus les extraits de compte, qu'est-ce que tu en as fait? Il a dit ah, je les ai jetés parce qu'il n'y a plus d'argent sur le compte. Alors j'ai pensé que c'était le moment de peut-être m'occuper de l'aspect financier des choses et c'est comme ça que petit à petit je suis devenu l'associé d'Elvis. Mais je crois que donc une fois le lancement fait, ce showroom installé, les choses se sont développées dès la fin 80, début 90, début 90. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai commencé donc dans un showroom sur rendez-vous. Je pensais à l'époque ne faire que cela. Je voulais accueillir les gens moi-même et offrir une tasse de thé, etc. Mais vite, j'ai été rapidement débordé et j'ai eu des demandes, beaucoup de demandes. Et puis aussi, les gens étaient j'avais trop de rendez-vous. Et donc, j'ai commencé à avoir une petite boutique à Bruxelles, dans le centre de Bruxelles. Et les gens étaient ravis parce qu'ils pouvaient venir sans rendez-vous, choisir un chapeau. Il y avait une collection qui était là, c'était facile d'accès, pignon sur rue. Et donc, mon idée a changé. Donc, ma volonté de faire tout et de recevoir moi-même les clients, j'ai donc formé des vendeuses parce qu'il y a un langage que je veux que les gens respectent. Donc, un accueil particulier, une façon de porter les chapeaux, une façon de les moduler, de se l'approprier. Et dès le début, j'ai été aussi appelé par il y avait à l'époque à Paris un salon qui s'appelait Première Classe, je pense que ça existe toujours. Et chaque saison, il venait et me disait il faut absolument que vous fassiez ce salon, vous devez présenter internationalement, etc. La première fois, j'ai dit non, non, ça ne m'intéresse pas, la petite boutique déjà, ça me suffit, etc. Et puis, ils sont venus une fois, deux fois, et puis, à la troisième fois, ils m'ont dit on vous offre un stand, venez, je vous en prie, venez. Et dès le début, franchement, j'ai vendu partout dans le monde. Dès le début, moi, je ne savais pas ce qu'était Saks, Fifth Avenue, et je ne savais pas tout ça, je n'avais pas encore beaucoup voyagé. Donc, pour moi, c'était facile et simple. Je n'étais pas impressionné par ses clients. Oui, c'est vrai, dès le début, dès que Elvis a présenté ses collections, le succès a été très rapide. Et dès les premiers salons, Elvis a vendu tout de suite partout dans le monde. Et donc, il a fallu structurer l'entreprise, avoir des employés, des gens au bureau. Et c'était un peu, moi j'avais tout à fait une autre occupation. Et on a un peu appris et développé les choses ensemble. Et très vite, par exemple, il y a eu tous les grands department stores américains, Bendel, Barnes, Bergdorf Goodman, qui ont acheté aussi, par exemple, à Hong Kong. Elvis a été vendu chez Seibu, chez Lane Crawford, chez Swank Shop. Et donc, les choses sont développées très rapidement. En même temps, on a dû apprendre à trouver des fournisseurs, à trouver des matières. Moi, je voyageais énormément. Et donc, parfois, partout où j'allais, je cherchais des nouvelles matières.
et aussi des nouvelles façons de faire les choses. Et je rapportais ce matériel à Elvis qui, après, faisait faire les matériaux à sa façon. Par exemple, en Équateur, où se font les pailles, on avait trouvé des personnes qui prenaient les pailles pour nous, qui les tressaient comme on voulait, qui les tenaient comme on voulait. Donc Elvis avait des matières qu'il voulait. Donc c'était vraiment, le chapeau, dès le départ, a été fait de la base de la paille jusqu'au chapeau très sophistiqué ou moyennement sophistiqué qui était porté par les personnes. Donc ça a été ceci très intéressant à mettre sur pied, et je crois que par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure, ça n'avait rien à voir avec des personnes qui achètent des bases, des chapeaux tout faits ou des chapeaux qu'ils améliorent. Ceci était vraiment une entreprise du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Mais je pense que il est bon aussi de revenir sur les débuts, et il était important, par exemple, de noter que dans la première boutique, la première toute petite boutique qu'Elvis avait, eh bien, le premier client mondialement connu était quand même Harrison Ford, qui est venu un jour et qui a acheté plein de chapeaux. Et donc ça faisait quand même plaisir, et donc c'était aussi une incitation à continuer. Et je crois que c'est comme ça qu'entre les années 90, 90 et 2000, les choses ont continué à se développer. Oui, on s'est développé, on s'est rapidement développé. Donc d'abord une personne, un assistant, puis deux, puis trois, puis à la fin on était 30 dans un atelier gigantesque. Et on vendait partout dans le monde. On faisait 30 000 chapeaux faits à la main, vérifiés un par mois. On a eu une boutique à Anvers, une à Londres, une à Paris, une énorme à Bruxelles, et plus toutes les ventes internationales qui étaient via le salon première classe, donc 2 collections par an, printemps-été, automne-hiver. Et ça a été un grand, grand plaisir de développer cela et d'arriver vraiment... Parce que le fait de commencer une carrière, je pense que tout le monde peut commencer et se faire remarquer. Pour moi, quelque chose de très important, c'est de commencer, se faire remarquer, avoir du style, avoir une identité, et après durer. C'est-à-dire que monter et puis après durer, c'est peut-être quelque chose de plus difficile. Oui, c'est aussi à ce moment-là qu'Elvis, je pense, vous avez commencé à être sollicité par des maisons différentes pour des collaborations. Je crois que, par exemple, vous avez collaboré à l'époque, c'était la grande époque de Thierry Mugler, et vous avez été approché pour collaborer avec lui, ainsi qu'avec d'autres maisons, je crois. Oui, j'ai collaboré avec énormément de maisons de couture ou de prêt-à-porter de luxe. Ce qui était pour moi nouveau, ce qui était un nouveau challenge aussi, c'était assez impressionnant d'aller chez quelqu'un comme M. Thierry Mugler, qui était à l'époque au sommet de sa gloire, quand il a lancé le parfum Angel. C'était le premier défilé méga, je pense, de Thierry Mugler. Et là, j'ai collaboré avec M. Thierry Mugler. Après, j'ai collaboré aussi avec des gens beaucoup plus classiques et beaucoup plus traditionnels. M. Ferraud, quand il était vivant, je travaillais avec lui. Chanel, ça a été une autre expérience. Et puis tous les créateurs belges, pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect et avec qui je partage beaucoup de bons moments. Par exemple, je collabore avec Anne Demmelmeister, qui est une amie que j'adore, et aussi Véronique Leroy, Véronique Branchino. Et voilà, c'est toujours un plaisir, un nouveau challenge. Rien n'est jamais terminé, et j'aime beaucoup le changement. Et donc, avec toutes ces expériences différentes, c'est très gratifiant, très amusant, c'est chaque fois comme si c'était la première fois. Et on voit ici des photos qui passent derrière. Je crois qu'il y a eu quand même des images, des collaborations avec Véronique Leroy, avec Véronique Branchino, Anne Demmelmeister. Il y a aussi, je crois, des collaborations, mettons, avec Axel Red, qui est une chanteuse très connue en Belgique et en Europe, de toute façon. Et également, vous aviez commencé à parler de vos clients célèbres. Je crois que vous avez eu beaucoup de célébrités royales et non royales. Ah oui, oui, j'ai fait beaucoup de chapeaux pour les reines européennes, genre la reine de Hollande, la reine de Suède, la reine de Norvège. Récemment, j'ai fait un chapeau pour Sa Majesté la reine Mathilde, quand elle s'est déplacée au Luxembourg. Elle était magnifique dans une tenue Anne de Meulemeister bleu roi, et je lui ai fait un bibi très très joli et qui lui allait très très bien. Je suis très fier de cela. Et en plus, mais j'ai rencontré aussi des gens comme Sharon Stone, Blondie, Madonna, et beaucoup de gens. Ce
qui est pour moi, de toute façon, chaque fois une belle expérience, mais même chaque personne est différente et chaque personne m'intéresse beaucoup. Et le fait de faire des chapeaux aussi, pour moi, c'est un métier formidable parce qu'on n'est pas obligé de faire des choses qui soient uniquement pour les femmes entre 20 et 30 on peut faire, moi je fais des chapeaux pour les bébés, mais j'en fais aussi pour des défilés hyper pointus, mais j'en fais aussi pour des dames âgées qui viennent. L'autre jour, j'ai une femme qui avait 102 ans qui venait acheter son petit chapeau pour l'hiver et c'était formidable de pouvoir faire un chapeau de qualité parce que cette personne connaissait les chapeaux de qualité, connaissait et savait que je pouvais lui faire un petit chapeau sur mesure qui serait quelque chose qu'elle pourrait porter encore, j'espère, beaucoup d'années. Oui, ce qui est important aussi de dire, c'est que dès le départ, Elvis a été très soutenu par la presse. Bien sûr, tout d'abord en Belgique, où vraiment la presse a été toujours très gentille, c'est peut-être pas le bon mot, mais très enthousiaste pour tout ce qu'Elvis faisait. Et petit à petit, quand les choses se sont développées, quand les productions dans le monde se sont développées, la presse mondiale s'est vraiment intéressée à Elvis, qui a eu la cover de magazines aussi importants que le Elle américain, des parutions magnifiques dans le Vogue, dans les plus grands magazines italiens, dans le Elle allemand, etc. Et donc, ceci a aussi conforté Elvis dans son idée, dans son image, et l'a certainement aidé aussi à avoir accès à tous ces department stores, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'était vraiment étonnant de voir en très peu d'années un développement de zéro, presque zéro, à une activité où il y avait des centaines, des milliers de chapeaux qui partaient un peu dans tous les coins du monde chaque saison. Et c'était vraiment excitant et enthousiasmant. Elvis parlait également aussi de l'activité dans les boutiques, et c'était une grande activité parce que Elvis est très perfectionniste, et donc, comme il expliquait, il voulait que les vendeuses, par exemple, soient habillées d'une façon, accueillent les clients d'une façon, disent telle et telle phrase. Et alors, dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, elles étaient inquiètes ou lui était inquiet. Et un jour, par exemple, la reine de Norvège vient à la boutique, Elvis n'était pas là, et elle fait une commande pour elle, pour sa fille, et puis elle repart. Et la responsable de la boutique était très inquiète parce qu'elle vient et elle nous dit, voilà, j'ai pris une commande, c'est la reine de Norvège, mais elle ne m'a pas donné son adresse. Elle a simplement dit Palais Royal, Oslo. Et alors on a beaucoup ri parce qu'évidemment, la reine de Norvège, le Palais Royal, c'est son adresse. Et c'était amusant à quel point les personnels que l'on avait, les gens qui ont travaillé, étaient concernés et faisaient vraiment une équipe avec nous. Et ça a été toujours très enthousiasmant. Et je pense que le mérite en revient à Elvis, qui a su donner aux personnes qui travaillaient avec lui l'envie de bien faire. Avoir un atelier d'une trentaine de personnes à Bruxelles, ça paraît très peu bien sûr, mais tous les chapeaux sont faits à la main et chaque chapeau est un chapeau. Ce n'est pas comme dans la confection où on demande à une usine de faire les vêtements et ils sortent identiques. Un chapeau à 1 mm ou 2 mm près n'est pas le même chapeau. Et donc, Elvis va nous expliquer tout ce qu'il faisait, parce que je crois qu'il ne s'agissait pas seulement de créer, mais il faisait beaucoup de choses. C'est-à-dire que, en fait, le fait aussi de travailler énormément, travailler 7 jours sur 7, fait qu'on doit vraiment faire attention à tout et avoir un œil très exercé et très observateur. Moi, 1 centimètre, je peux le voir à 10 mètres si un chapeau a 1 centimètre de plus ou de moins. Elvis faisait aussi, par exemple, beaucoup, puisqu'il avait fait les études d'art graphique, tout ce qui était la présentation dans les boutiques, les vitrines, étaient faites par lui. Et donc, puisqu'il y avait 4 boutiques, chaque fois, on reproduisait ou on transportait d'une boutique à l'autre les éléments. Et Elvis, par exemple, dans la boutique de Bruxelles, qui était très grande, qui avait 27 mètres, je crois, d'angle de vitrine, ou 30 mètres, je ne sais plus, il y avait chaque fois comme un show dans les boutiques. Et par exemple, c'était à cette époque-là, Elvis faisait des présentations avec des mannequins vivants dans les boutiques. Et donc, c'était toujours un événement, c'était amusant. Et je crois que ça donnait aussi beaucoup de travail. Et c'est peut-être cet aspect-là qui, à un moment donné, a dérangé Elvis.
Oui, parce qu'à un moment donné, j'étais finalement avec tout ce succès et toute cette production, donc vous pouvez imaginer, enfin je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais 30 000 chapeaux par an, faits chacun un à la main, et que je devais quand même vérifier, même si je ne les faisais pas tous moi-même, je devais les voir quand ils étaient terminés. Il y avait un prototype, et puis il y avait peut-être 10, 15 ou 20. Parce que dans ce métier, il y a une réalité. Je ne fais pas des choses uniquement pour que ce soit photographié. Même si, quand je collabore avec Anne de Meulemester, il y a le défilé, et puis il y a une production. Et une production, c'est peut-être 3, 4, 500 chapeaux, parfois 1000 chapeaux. Et donc, à un moment donné, il a fallu. J'étais devenu un peu un gestionnaire, et ça, ce qui ne me plaisait pas du tout, en fait, parce que moi, j'aime la liberté, j'aime la création, mais commencer à aller de gauche à droite et de droite à gauche, et commencer à juste vérifier, avoir 10 jours pour faire une collection, et vérifier si tout était bien, si tout était parfait, si les choses partaient à temps, etc., mon métier était devenu un métier que je n'avais pas choisi. Donc, à un moment donné, je me suis préparé et j'ai décidé d'arrêter toutes les boutiques sans faire de mal à personne, chaque fois que quelqu'un voulait partir, je ne le remplaçais pas. Donc petit à petit, il a fallu 2 ans avant de fermer la première boutique. Et puis les choses ont continué. J'ai fermé la seconde boutique à Anvers. Et puis il restait la boutique de Paris que j'ai continué parce qu'il restait encore des gens qui travaillaient pour moi. Donc en attendant qu'ils se lassent un petit peu, parce que vous savez, les gens doivent un peu parfois évoluer, donc viennent chez vous, apprennent, et puis partent et s'envolent, et font peut-être leur propre création, leur propre chose. Donc, c'est pour cela que j'ai arrêté pendant 8 ans, et j'ai donc continué à collaborer avec les créateurs style comme je vous l'ai dit, Anne de Meulemester, Chanel, Ferro, Mugler, beaucoup de maisons. J'ai continué à faire les chapeaux, mais je n'avais plus pignon sur rue, donc je ne pouvais plus accueillir moi-même les clients. Et puis, il y a 4 ans, j'ai décidé, un peu moins de 4 ans, j'ai décidé de redémarrer et d'être seul. Donc, je suis seul à l'atelier, je travaille 16 jours sur 7, je suis le vendredi, le samedi et le dimanche dans la boutique, et les autres jours de la semaine, je suis à l'atelier, plus tous les événements, la presse, etc., qu'il faut gérer. Donc, j'avais dit, quand j'ai ouvert il y a 4 ans cette boutique, j'avais dit, bon, je ferai ça pendant 3 ans. Bon, maintenant, j'ai dépassé ces 3 ans, ça va faire 4 ans. Là, la boutique que j'ai au Sablon, à Bruxelles, va se fermer le 30 janvier environ. Et après cela, donc, j'ai des projets de faire une boutique en ligne, avec des explications précises et quelque chose de, j'espère, un peu nouveau et un peu à ma façon. Et aussi, je vais collaborer avec une dame qui s'appelle Maria Luisa, qui a un partenaire en Chine, qui va ouvrir 100 boutiques et qui voudrait absolument que je sois présent dans ces boutiques avec mes chapeaux. Donc, je vais aussi faire cela. Donc, vous pourrez trouver facilement des chapeaux ici en Chine et même bientôt, ce n'est pas encore parti parce que je dois un peu d'abord faire les productions d'Anne de Meulemester et mes propres productions. Et donc, après cela, il y aura aussi un department store dans la boutique à Paris, le grand magasin Le Printemps. Je vais aussi avoir un petit corner où je vais pouvoir aller de temps en temps et profiter des clients. Oui, c'est allé très vite dans cet exposé de carrière. Si je comprends bien, vous avez à un moment donné arrêté, fait un peu une pause, fait des collaborations. Vous avez également collaboré avec la maison Chanel pendant de longues années. Puis vous avez recommencé. Et maintenant, vous arrêtez à nouveau la boutique et puis vous allez faire autre chose. C'est ça. C'est une carrière résumée assez rapidement, mais c'est cela. C'est cela, oui. Et peut-être que dans 2 ans, si j'ai envie, parce que comme je suis libre et que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, je suis un peu têtu et un peu capricieux, comme certaines personnes peuvent le dire. Si j'ai envie de réouvrir une boutique dans 2 ans, je le ferai. Bien. Eh bien, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Je ne sais pas si j'ai posé toutes les bonnes questions, mais peut-être que vous en avez. Et si vous n'en avez pas, j'aurai sûrement d'autres questions à poser à Elvis. Merci de votre attention. Merci de votre attention. Demonstration?
Yes, I can come. Je vais faire une petite, juste pour vous montrer un petit peu une des caractéristiques de mon travail, je vais vous montrer quelques chapeaux. En fait, ceci, c'est la casquette, en fait, la première forme que j'ai réalisée en bois et qui est devenue une casquette. C'est un peu un chapeau classique, mon classique. C'est le logo aussi. Quand vous voyez le logo Elvis Pompilio, c'est ça, avec moi, en deux profils un peu plus jeune, mais c'est moi. Et avec cette casquette qui a été faite en une seule pièce, sans couture. Et donc, c'est un travail qui est assez intemporel et qui, depuis des années, depuis toujours, elle est toujours en boutique et je pense qu'elle le sera toujours parce que ça fait un peu partie de mon ADN. Ce qui est aussi fait partie de mon ADN, c'est un peu ces chapeaux transformables. Je vais vous montrer sur ces charmantes demoiselles qui sont là pour... je vais vous montrer les chapeaux que je fais, qui sont assez intéressants. Comme je vous l'ai dit, j'aime que les gens s'approprient le chapeau. Donc, si on veut le porter tous les jours, c'est un chapeau qu'on peut porter très simplement comme ceci. Vous avez un chapeau très simple ou qui peut se porter comme ceci, qui existe dans toutes les couleurs et dans des matières formidables qu'on peut mettre dans sa poche, donc le côté un peu moderne et un peu actuel, qui résiste à la pluie, etc. Parce que je suis très soucieux de la qualité et j'ai envie que ces chapeaux résistent au temps aussi. J'aime que les chapeaux durent 20 ans, je déteste le prêt-à-jeter. Donc, le même chapeau, le voici dans une autre couleur et il est transformable, regardez, il peut vraiment changer de forme. Et c'est le même chapeau qui devient quelque chose de très, très différent. Voilà, ça, c'est le même chapeau. Donc, je vous montre le même chapeau. Et il est aussi, je le fais dans plein de couleurs. Et donc, voilà encore le même chapeau qu'on peut encore porter de vraiment 1000 façons. Et c'est ce que je vous expliquais, que j'aime que les gens s'approprient le chapeau. Voilà. Et voilà, je vous montre 3 exemples, mais il y en a encore beaucoup. Et j'aime aussi faire des choses très simples pour le ski, des bonnets amusants, comme ça. Je vais vous montrer un bonnet que j'ai fait quelques années. Voilà. Donc, je ne fais pas que des chapeaux sophistiqués pour les reines, je fais aussi des chapeaux pour le ski. En fait, le métier de modiste, c'est un métier formidable parce qu'on peut faire des choses très sophistiquées ou des choses très cool qu'on peut porter tous les jours, qu'on peut mettre dans sa poche et qu'on peut s'approprier. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. J'aime aussi m'amuser avec les codes, des codes différents, et voilà, des petits chapeaux amusants comme ceci. J'aime m'amuser aussi. Voilà. Et voilà. Voilà, je vous ai... En fait... Thank you very much. So we have a couple of minutes for Q&A for the floor. Hello, Daga Hong, en Hi David de Hong Kong Fixa. Merci Elvis, c'est super. Et j'ai une question très importante. Nous avons le même coiffeur et je voudrais savoir si vous avez développé des skull caps. Have you done things that would make us bald men a little bit more fashionable? Mais en fait, le chapeau pour moi est au départ une protection. Donc ça part vraiment du fait, c'est aussi parce que j'ai toujours eu la tête un peu fragile et que peut-être que je me suis orienté vers cette discipline-là, qui est le chapeau, que c'est une protection. Donc les gens qui n'ont pas de cheveux comme moi ou qui les rasent ont vraiment un choix très très varié. Et c'est vrai que avant de faire un chapeau, je pense beaucoup à moi et aux gens qui m'entourent. Donc voilà, ce chapeau, cette casquette, ben, elle est pratique, facile et voilà, j'ai créé des choses bien sûr en étant un peu égoïste et en pensant à moi et aux gens comme moi. Well, thank you for sharing such a fascinating journey with us. Those hats are really cool. C'est très cool. All right. Thank you to Mr. Pompilio and Mr. Mas. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, models.